Dégueulasse, déséquilibré, ça donne envie de vomir. Non, je ne parle pas du régime alimentaire de Val, mais bien de ce début de saison de Ligue 1. C'est pas ça mon foot bordel, c'est pas ça ma Ligue 1. C'est pas ça ma Ligue 1 à 1 milliard. Dieu sait que j'ai défendu notre football hexagonal, mais force est de constater après ce week-end à 13 buts que depuis le début de la saison, comme aurait dit un chauve à petites lunettes RIP, c'est de la merde. On s'est bercé d'illusions sur les 4-5 dernières saisons. On a cru au beau jeu, on a cru aux idées. Alors oui, on était toujours aussi minable sur la scène européenne. Mais chez nous, chaque week-end, on vivait, bordel. Il y avait du jeune plein de talent, du joueur frisson, des coachs avec des idées, on s'y est vu, bordel. Aujourd'hui encore, je revois avec émotion Didier Digard et sa tête de converti haranguant ses troupes, Martin Terrier aux portes de la sélection A des Bleus, Will Steele comme un révolutionnaire, et si Julien Stéphan amenait Strasbourg en Europe, hein. Et puis tout a sombré. Lyon joue le maintien avec Rennes. Pour dominer la Ligue 1, il ne faut pas prendre de but. Alors oui, Francaise reste sympathique, mais c'est une bien triste consolante quant au spectacle qui nous est donné de voir chaque week-end. Outre les analyses tactiques, je vais aller sur l'émotion, l'envie de regarder ce championnat. J'ai pas peur de le dire, je vais dire les choses. Oui, oui, j'avais hâte de regarder le championnat de football professionnel français et son multiplex de 15 heures chaque dimanche l'an dernier. Oui, ça fait peur, peu de gens le font, mais moi je le faisais. Car les équipes qui jouaient le bas de tableau, c'était Clermont, c'était Toulouse, et putain, il y avait quand même des idées. On est passé d'un championnat où ça perd avec des idées à un championnat où ça gagne sans. Car oui, vous là-bas, si ça vous fait bander de voir une équipe avec Romain Del Castillo en meneur de jeu et Jérémy Ledoiron en pointe caracolé en tête, vous me le dites. Non, à vrai dire, j'ai l'impression de retrouver ma D1, celle des années 2000. La preuve, on a même retrouvé Laszlo Bologna sur un banc. Cette Ligue 1, des Guy Lacombe, des Fred Antonetti, des Pierre Dréossi et des Frédéric Hans. Cette Division 1 qui faisait peur à tout le monde. Cette Division 1 qui ne proposait pas de plan de jeu, qui assumait qu'on s'emmerde chaque week-end. Mais c'était ça aussi, une D1 avec des artistes. Une D1 où dans le marasme, certains nous régalaient. Les Mika Isabel, les Tullio De Melo, les Peter Odewingie et autres Wilson Oruma, Olivier Monterrubio et Alexander Fry, bien entendu. C'était la D1 où Pierre-Alain Fro et Mika Pagis, c'était la quintessence de ce qu'on pouvait sortir de nos centres. Quand Jimmy Briand sortait du centre de formation rennais, c'était un avenir radieux pour le club et pour l'équipe de France. Cette année, il nous reste quoi? Allez, TJ Savanier, pourquoi pas? Junia Ito, pourquoi pas? Edon Zegrova. Ils sont où les vrais frissons, bordel? Si je suis honnête, c'est aussi qu'on a donné quelques années seulement de la confiture au cochon. On s'est habitué à mieux, à trop. Champion du monde, tous les centres de formation de France sortent deux pépites par an. On s'excite chaque week-end sur un nouvel entraîneur, un nouveau plan de jeu. Mais je vous l'annonce, les gars, c'est fini. On va gentiment revenir à notre place. On va se faire chier le week-end, célébrer un quart de finale avec l'équipe nationale et se dire qu'Evan Guessant est le futur des Bleus. Oui, oui, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Parce que ça bosse pas. Parce que nos présidents sont incompétents, que l'UNECATF est présidé par Domenech, la LFP par Labrune et la FFF par personne. Parce que si on a profité d'une période de grâce sur un curieux hasard, il ne fallait surtout pas s'y habituer. Nous sommes des petits cochons et ceux qui n'ont pas assez profité de la confiture vont s'en mordre les doigts, car sans boulot, on restera toujours dans la boue. Salut mes petits cochons de poteau carré, bienvenue pour ce nouvel épisode. Désolé si je vous ai mis le moral à zéro, mais je pense malheureusement que les beaux jours sont derrière nous. Et donc en parlant de ça, pour lui aussi, les beaux jours sont derrière. Les plus belles années de sa vie se vivent en sépia. C'est le seul rappeur de 64 ans que je connaisse. Thomas, ça va? Ça va, 65 depuis hier, mais ça va. Ah oui, putain, j'avais oublié. Bon anniversaire. Ça y est, Merci. la retraite? La retraite, Thomas? Bah, ça fait longtemps que je suis à la retraite, c'est le principe du rap, ça. Tu gagnes beaucoup d'argent au début et puis tu fais plus rien ensuite. C'est 76 ans la retraite normalement, les gars, maintenant. Bah, ça, c'est pour vous, ça, c'est pas pour Pour moi. l'accompagner, il vient de faire une petite intervention, celui qui doit sûrement partager mon avis concernant le football hexagonal et qui était bien plus heureux dans les années 2000. Son régime alimentaire est plus sain que la gestion interne de l'Olympique lyonnais. C'est vous dire comment ça va pas du tout, Val. Bah écoute, tu as tout à fait résumé les choses, ça ne va pas du tout. Et en revanche, bravo pour cette introduction pleine de name dropping qui saura satisfaire pleinement Florian Lisca, je pense. Exactement, tu sais qu'à chaque fois que j'ai lâché un blaze, j'ai pensé à Flo. Je me suis dit Wilson Oruma, c'est sûr qu'il va se mettre une bandaison tout seul dans son coin avec ce bon maillot de Sochaux. Bon les gars, passons, trêve de balivernes, passons à notre gros sujet et on va aller dans le nord de Londres pour voir ce qui se passe dans ce club qui n'a jamais aussi bien joué depuis que son meilleur joueur est parti.
Bienvenue à Tottenham et tous les clichés qui l'accompagnent. Un président avec des oursins dans les poches, un club qui ne gagne jamais rien, malgré parfois un jeu bien alléchant. Mais ces dernières années, on parle surtout d'un club malade qui reposait sur son duo Kane-Son. On se disait que les Spurs étaient perdus, n'étaient pas prêts de revenir dans le top 4 anglais. Et puis Postecoglou. Et puis un mercato audacieux également. Et puis ce début de saison canon au niveau comptable, mais aussi au niveau du jeu, car évidemment, on se régale devant les Spurs. Avant de revenir plus en détail, les gars, sur le pourquoi du comment du renouveau du club du nord de Londres, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'histoire de ce club qu'on connaît assez peu finalement? Ouais, Jules, bah, c'est un club qui a été créé, à la fin du 19e siècle, comme beaucoup de clubs anglais, qui ont été créés dans cette période-là, puisqu'on sait que le football anglais est précurseur, par rapport au football européen. Donc, Tottenham, c'est un club qui a été créé en 1982, rap en 1882 800, ouais. pardon. Ouais, rapidement, le club va emménager à White Hart Lane en 1899, qui restera son stade jusqu'en 2017, qu'on a bien connu même nous qui étions, quand même beaucoup plus jeunes. Et qui le White Hart Lane, l'emménagement à White Hart Lane va avoir un effet direct puisque l'année suivante, en 1900, Tottenham va remporter sa première FA Cup, qui restera encore et aujourd'hui un club, enfin un titre assez historique puisque c'est la seule équipe non issue des divisions professionnelles anglaises qui, encore aujourd'hui, a réussi à remporter la FA Cup. Donc voilà, petite anecdote. Et puis c'est un club qui va se développer petit à petit. Il va y avoir une première période de stabilisation en première division dans les années 20, mais c'est surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale que le club va se développer. Il y a un ancien joueur qui va revenir au club en tant qu'entraîneur qui s'appelle Arthur Rowe, qui va reprendre l'équipe et qui va notamment développer une nouvelle technique qu'on appelait le push and run, qui est plus communément appelé en France le Passeva ou le 1-2 dans les dernières années. Et c'est grâce à cette nouvelle technique de jeu notamment que le club va remporter ses premiers titres de champion en 1951 et puis en 1961. Et puis ensuite, jusqu'au milieu des années 70, le club va enchaîner pas mal de succès avec plusieurs victoires en Coupe nationale et des coupes européennes, alors des C2 plutôt et une C3 notamment en 1972. Mais voilà, après, malgré une Coupe de l'UEFA, encore une autre en 84, les 25 dernières années, en gros, du XXe siècle vont être assez pauvres, même si dans l'imaginaire collectif, il y a quand même quelques noms qui vont arriver dans les années 90 au club, comme Klinsmann, Les Ferdinand, Ginola évidemment, ou Sol Campbell Et qui les c'est vrai forme. qu'en termes de titres, en symétrie, on me dit dans l'oreillette que Tottenham est jumelé avec le Stade Rennais, hein. C'est un peu 2 parcours similaires. Bah, c'est exactement ça. En fait, il y a 2 titres de champion en 51 et 61 comme je l'ai dit. Il y a eu quelques titres européens, mais essentiellement enfin une C2 et 2 C3. Après bon, il y a quelques coupes nationales, mais c'est quand même pas un club, qui est réputé évidemment pour son palmarès, alors que c'est quand même un club qui est perçu comme un des plus gros clubs, anglais. Mais ça, c'est plus dû à ce qui s'est passé dans les années, allez, fin des années 2000 et pendant les années 2010, quoi. Ouais, Ouais, exactement, ouais. donc il y a pas je vais donner la parole tout de suite, Thomas. Il y a pas 10 000 trucs à dire finalement sur le palmarès de cette équipe-là, qui est une équipe qui fait partie du haut de tableau, mais récemment, mais qui a jamais rien gagné. Est-ce que, Tom, tu peux nous en dire un peu plus sur les supporters de cette équipe-là, la sociologie peut-être des gens qui vont au stade? Tu me disais en off tout à l'heure que finalement c'était similaire un peu à tous les clubs de Londres. Oui et même à tous les clubs anglais, de manière générale, en Angleterre, on est quand même sur un foot de famille. Donc c'est souvent, c'est des clubs qui sont suivis par des familles depuis des générations et qui sont souvent, affiliés à un quartier et à une zone géographique. Donc là, comme l'a dit Val, Wart Hart Lane, pardon, dans le club de Tottenham, c'est une zone qui est très au nord, très industrielle. On est, au-dessus de Camden, à côté des quartiers comme Wood Green, qui se sont industrialisés pendant le XXe siècle. Et donc ce club, d'une part, il a un ancrage, populaire et local très fort, mais il vit aussi, dans l'ombre de l'autre gros club du Nord d'Arsenal de Londres, qui est donc Arsenal, pardon pour le lapsus. Et il vit toujours un peu dans son ombre, ce qui a un peu changé justement à la fin des années 2010 avec, l'arrivée de Pochettino, qui va un peu inverser la tendance, profitant, du coup du fait qu'Arsenal est dans une période creuse, avec un nouveau projet, qui démarrera avec la nomination de cet entraîneur en 2014. Pour revenir juste un petit peu avant la période Pochettino, je pense qu'on peut dater de 2001
une date qui est, enfin, on peut dire que 2001 est une année un petit peu charnière dans l'histoire du club, puisque c'est l'année où Daniel Levy va racheter le club, dont tu le parlais un peu dans ton introduction. On en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, pour revenir sur justement cette histoire du palmarès d'Arsenal, il y a une anecdote qui est assez marrante. Il faut savoir que le club a pas été en Ligue des Champions depuis son dernier titre de champion, enfin, pas en Ligue des Champions, en C1, puisque avant c'était uniquement les champions en titre qui se qualifiaient pour la C1, mais le club ne s'est pas qualifié pour la C1 entre 1962 et 2010. Et il y a une anecdote qui est assez marrante, c'est en 2006, le club est justement à deux doigts de se qualifier pour la Ligue des Champions. On sait qu'à cette époque-là, il devait y avoir déjà trois ou quatre équipes anglaises qui pouvaient se qualifier pour la compétition. Et justement, en 2006, le club est à deux doigts de se qualifier puisqu'il est en compétition avec Arsenal. Et sur la dernière journée, le club a un point d'avance, donc il suffit qu'il fasse mieux. Non, deux points d'avance, pardon. Et il suffit du coup qu'il fasse mieux que Arsenal sur ce match-là. Arsenal, pour le dernier match du club à Highbury, reçoit Bolton et Tottenham se déplace à West Ham. Et il faut savoir que la veille du match, les joueurs de Tottenham ont séjourné à un hôtel qui était près du stade de West Ham. Et visiblement, il y a 10 joueurs de l'équipe, dont des joueurs quand même assez importants, qui auraient passé la nuit sur le trône à vomir à cause notamment de lasagne qui avait été mangée la veille. Donc il y a des joueurs comme Carrick, comme Lennon, Edgar Davis qui étaient au club à ce moment-là, qui se retrouvent à vomir toute la nuit et puis même à vomir le lendemain. Alors le match a lieu quand même, malgré une demande du club de le décaler. Mais voilà, les joueurs se mettaient aussi à vomir quasiment pendant l'échauffement et tout. Et évidemment, le Tottenham a perdu son match pendant que Thierry Henry mettait un triplé pour le dernier match à Highbury, pardon. Et donc c'est Arsenal qui s'est qualifié. Mais voilà, c'est une petite anecdote qui un peu incarne la loose. Alors la loose c'est peut-être un peu fort, mais le constat d'échec en tout cas qu'il y a eu pendant ce club pendant quasiment une cinquantaine d'années où il y a eu que très très peu de titres par rapport à l'importance qu'il représente aujourd'hui. Et ce qui est bien avec cette anecdote, c'est que ça nous a rappelé que Edgar Davids est passé à Ouais, Tottenham exactement. avec ses fameuses lunettes et c'est vrai que j'avais oublié, Et, ce et, pe- truc-là. et pour te faire plaisir, c'était Damien Comoli qui était le directeur général du club à ce moment-là, Damien Comolli qui gagne actuellement contre Toulouse? contre Liverpool. Contre Contre Liverpool? Liverpool, ouais. Son ancien club aussi. On enregistre jeudi soir, donc on est en direct, le Toulouse-Liverpool. Juste avant de passer à la chronique de Val, Thomas, j'avais une petite question à te poser par rapport au petit passage que tu as fait tout à l'heure. Est-ce que on arrive typiquement par rapport au club de nord de Londres, c'est avec le derby qu'il y a Tottenham-Arsenal, est-ce qu'on arrive à avoir une différenciation entre les entre guillemets «les 2 peuples» qui suivent ces clubs-là ou c'est purement et simplement géographique? Non, alors en fait, c'est géographique, mais c'est surtout qu'Arsenal, Tottenham, c'est vraiment affilié au quartier de Tottenham. Donc, il y a je te dis, il y a un ancrage géographique qui est très fort. Arsenal, lui, est dans un quartier qui est un peu plus au sud, mais qui a eu son stade pendant longtemps qui était délocalisé à 6 kilomètres de celui de Tottenham, un peu plus au nord. Donc en fait, la seule chose qu'ils se disent, toujours, histoire d'être sympas les uns avec les autres, c'est que c'est un peu, un club plastique, Arsenal, qui est un club, londonien, mais pas du nord de Londres, donc le nord est à Tottenham, quoi. Ce serait un peu la seule différence qu'on aurait, mais après, ça reste 2 clubs de foot relativement populaires avec une, classe ouvrière qui les a soutenus, depuis Ouais, c'est ça, il y toujours. a pas C'est des clubs anciens, c'est donc non, il y a pas y a pas tellement un de pas comme on peut avoir dans le sud de l'Europe avec, 2 clubs pour une ville, qui s'il y a peut-être quelque chose qu'on peut préciser quand même, c'est que Tottenham a aussi la réputation d'être le club des home counties qui sont un peu les zones 7-8, autour. Ce serait un peu le club, du fin fond du 77 si tu veux. Un peu comme la Lazio et le club de la région Laziale, en plus d'être, celui d'une partie de la ville. C'est un peu Tottenham qui récupère, tous les environs, de toute la tranche nord de la campagne au-dessus de Londres, quoi. OK, donc ils sont beaucoup plus ancrés géographiquement et entre guillemets «légitimes», C'est ça. d'être dans le nord de Londres par rapport à Arsenal. Écoutez, je propose qu'on passe, à la chronique Père Castor de Val qui va nous en dire un petit peu plus, sur les supporters de Tottenham notamment. Ouais, messieurs, vous le savez, ce week-end a lieu une grande marche contre l'antisémitisme à Paris. Une marche en réaction évidemment au conflit israélo-palestinien débuté le 7 octobre dernier après les attentats terroristes du Hamas, auquel Israël a répondu par un siège total de la bande de Gaza et qui a eu pour conséquence une augmentation des crimes antisémites un peu partout en Europe.
Et oui, je précise un peu partout en Europe, parce que si cette fameuse marche est bien évidemment une source de débat politique en France, notamment vis-à-vis de la participation de groupes politiques profondément antisémites à cette marche, le sujet touche plein d'autres pays, et notamment nos amis anglais. Depuis le 7 octobre, de très importantes manifestations visant à soutenir le peuple palestinien ont eu lieu dans les rues du royaume, et parallèlement, les autorités ont constaté une augmentation de près de 300% de ces actes antisémites. Et il est fort probable que le club de Tottenham soit une victime collatérale de ce conflit. Le 14 octobre dernier, le Tottenham Hotspur Stadium, le tout nouveau stade du club, a été vandalisé. La pelouse et plusieurs salons auraient été attaqués pour des dégâts estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien qu'aucun élément ne permette aujourd'hui de savoir si cet acte est d'origine antisémite, le passé du club de Tottenham laisse aujourd'hui suggérer que ce vandalisme est lié à la culture juive imprégnée dans ce club. Pour bien comprendre d'où vient cette image, je vous propose qu'on remonte quelques décennies en arrière, notamment au début du XXe siècle. À cette époque-là, les populations juives d'Europe de l'Est et de Russie sont violemment persécutées. Des pogroms ont lieu un peu partout dans l'Empire russe, et une large partie de la communauté juive est obligée de s'exiler. L'Angleterre et Londres tout particulièrement apparaissent comme des destinations quasi idéales. La communauté juive d'East End, quartier de l'Est londonien, accueille une partie de ces immigrés. D'autres, en revanche, décident de s'installer dans le nord de la capitale, en pleine expansion industrielle et qui offre des emplois faciles. Le football est en pleine expansion à cette époque en Angleterre, et les clubs de football sont souvent source de rassemblement de communautés. Rapidement, les clubs du nord de la capitale vont devenir les représentants des communautés juives, Tottenham en tête évidemment, mais également Arsenal, comme tu le disais Thomas, même si cette affiliation va s'estomper avec le temps. À White Hart Lane, ancien stade du club au début des années 30, période où l'antisémitisme grandit en Europe avec la montée du nazisme, on dénombre près d'un tiers de fans issus de la communauté juive. En 1935, un match entre l'Angleterre et l'Allemagne d'Hitler a même lieu dans ce stade. Les joueurs allemands y font le salut nazi sur le terrain, un drapeau avec une croix gammée est issu sur le toit du stade, mais un fan viendra arracher ce drapeau pendant que les Anglais humilieront les Teutons 3-0. Chais. Dans les années 70, le football s'est popularisé, de nouveaux publics débarquent dans le stade, le football devient un spectacle avec l'arrivée de la télévision, et le rôle de supporter se précise. La déstabilisation des joueurs adverses comme des supporters fait partie intégrale du spectacle et joue un rôle dans l'affirmation de l'identité des clubs. Bien qu'elle ne représente plus une part si importante à cette époque, la communauté juive des supporters de Tottenham va tout de même être pris pour cible par les groupes de supporters adverses, qui scandent régulièrement le mot Yid en direction des fans des Spurs. Le mot Yid étant une abréviation du mot Yiddish, Youpa en français, qui est un terme très péjoratif désignant un juif. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on criait Bamboula sur un groupe de supporters noirs. Sauf que les fans de Tottenham font de cette injure un élément de leur propre identité en se l'appropriant. L'insulte devient alors une revendication et un sentiment d'appartenance pour la communauté. Des chants comme We Are the Yids apparaissent, un groupe de supporters s'autoproclame la Yid Army, de nombreux fans viennent au stade avec la kippa et les drapeaux israéliens sont légion dans les tribunes. Pendant des années, ces chants ont été acceptés dans les travées de White Hart Lane, bien que le club en lui-même ne se soit jamais positionné en tant que club juif, puisque par exemple aucun produit dérivé ne porte de référence à cette appellation. Et ben, les trois présidents qui se sont succédés entre 1984 et aujourd'hui, oui, il n'y en a eu que trois, Irving Scholar, Sir Alan Sugar et Daniel Levy, donc tous les trois juifs, n'ont jamais été à l'encontre de ces chants. C'est qu'à partir des années 2010, où des voix s'élèvent pour interdire ces chants et cette référence antisémite, et une large consultation a été effectuée en 2019 pour débattre de l'utilisation de ce terme dans les tribunes. Alors, aucune décision n'a été tranchée, mais de nombreux fans se sont désolidarisés de ce type de chant. D'autres, en revanche, refusent de voir leur identité bafouée. Et pour terminer cette chronique, je voulais vous lire la citation de Stéphane Pollard, qui est un fan juif et rédacteur en chef du Jewish Chronicle, et qui milite justement pour le retrait de ce chant, et dont je trouve la position intéressante. Je cite: J'étais en faveur de l'autorisation de ce mot. Je ne comprenais pas en quoi ce terme était raciste s'il n'était pas perçu comme tel par celui qui le dit. Mais j'en suis venu à penser que cette vision était biaisée par mon prisme de supporter juif. Vous ne pouvez pas séparer les fans des Spurs qui l'utilisent de manière amicale et appropriée de la façon dont les autres fans de football l'utilisent, sans oublier la façon dont il est perçu par les autres membres de la communauté juive sans affiliation avec le football. Je pense donc qu'on ne peut pas adopter la position que j'avais sans ignorer le monde réel. Merci beaucoup Val pour cette chronique. Écoutez, je pense que quoi de meilleure intro que de parler des supporters de la communauté juive de Tottenham pour introduire notre ami David Guzman que vous retrouvez tous les lundis dans le Comex sur 11e art, qui va nous parler un peu mieux de la direction de ce club et notamment Daniel Levy.
Ouais, alors qui est Daniel Levy? Ce n'est pas le chanteur des 10 commandements, même si c'est son homonyme. Alors Lévy, si tu veux, c'est un juif de l'Est de Londres, même de l'Essex, c'est le comté qui est juste à l'Est de Londres. Et c'est un supporter des Spurs, originellement. Et c'est un mec qui a fait des études relativement modestes. C'est pas un mec qui a fait Oxbridge ou une grosse université anglaise. Et je suis quasiment sûr en fait qu'il a commencé dans le private equity, c'était un investment banker, c'était un banquier d'investissement, et qu'il a croisé Enic au cours de sa carrière. Et justement, Enic, qui était une entreprise d'informatique à la base, il a changé dans une entreprise, il a tourné dans une entreprise vers une entreprise qui investit dans le sport, et ça a été le pionnier de la multipropriété. À une époque, ils avaient Vicenza Rangers AEK Athènes, je te le fais de tête, hein. Ils avaient une part dans les Spurs, ils avaient le Slavia de Prague, il y a eu un arrêt, donc l'arrêt Enic, à la fin, au milieu des années 90, qui interdit à deux clubs détenus par une même entité de jouer la Coupe d'Europe. Donc, Lévy a initialement été à la base de la première législation, en fait, si tu veux, de l'Union européenne. C'était une recommandation de l'Union européenne sur la multipropriété. Ensuite, il a vendu toutes ses parts, et il a mis assez longtemps à convaincre l'ancien propriétaire de Tottenham qui s'appelle Alan Sugar. Alan Sugar, c'est un autre juif qui est quelqu'un d'eau en couleur. Alors, sans l'aspect politique, même si c'est un soutien du gouvernement conservateur, Alan Sugar, c'est le sucre qui s'écrit comme le sucre. Il a fait fortune, c'est le fondateur d'Amstrad. Et donc l'ancienne marque informatique qui avait fait un carton dans les années 80-90. Donc il est donc devenu quasiment milliardaire à l'époque. Et il a vendu euh, Tottenham à, euh, à Enic, qui était composé donc de Joe Louis, qui est l'actionnaire majoritaire d'Enic, qui d'ailleurs a des gros problèmes avec la justice, notamment des délits d'initiés. Ça va d'ailleurs avoir des répercussions sur les Spurs. Il est interdit de gérer une société. Il a déménagé aux Bahamas, je pense, il y a 20 ans, Joe Louis, qui est le principal actionnaire, qui est un autre juif. Et délits d'initiés où il faisait acheter des actions de ces sociétés par ses pilotes de jet, par ses maîtresses, et il récupérait après une partie des profits derrière. Et donc Lévy a toujours été son homme de main slash avoué. Lévy, il a méthodiquement construit les Spurs. Il faut savoir qu'au moment où il reprend les Spurs, c'est une équipe de milieu de tableau. Il y a quand même une époque assez sympa où il y a eu Osvaldo Ardiles, qui était une légende argentine. Tu as une autre époque où tu as eu Gary Lineker, tu as eu Les Ferdinand, tu as eu Klinsmann, qui a fait deux passages, qui a fait un premier passage remarqué, un autre passage en fait où il les a sauvés de la relégation. Mais c'est eu Sergei Rebrov, mais c'est une équipe en fait qui vivotait, et lui méthodiquement il a essayé de construire le Tottenham moderne. Il a mis du temps, il a empilé les managers, les très mauvais choix managériaux, que ce soit Glenn Hoddle, que ce soit Jacques Santini bien évidemment, que ce soit Juan de Ramos, Martignol un peu mieux, mais finalement il a mis du temps à affiner sa vision et à vraiment bâtir un club compétitif. Et ça a commencé avec l'enchaînement Harry Redknapp qui est revenu et qui, lui, a notamment éliminé l'Inter en Ligue des Champions avec c'est un peu un wheeler-dealer, ce qu'on appelle Harry Redknapp. Donc, et avec l'aide de Redknapp, il a vraiment commencé son gros trading de joueurs à l'époque avec Luka Modric, notamment. Et ensuite, le vrai gros tournant
financier, pour Tottenham, ça a été, non seulement là, maintenant, la construction du nouveau stade, même si les coûts, ils ont, enfin, c'est un stade à plus d'1 milliard alors qu'à la base, c'était censé être un stade à 450 millions et la vente de Bale qui, pour une grosse centaine de millions, qui avait permis notamment de recruter Eriksen, mais aussi Etienne Capoue, mais aussi Moussa Sissoko, mais aussi Roberto Soldado, mais Eric Lamela, donc avec des fortunes diverses. Et sur Lévy, c'est le négociateur le plus difficile, je pense, de Première Ligue. Tout le monde le dit. Il y a même des gens ça s'est vu d'ailleurs dans la négociation avec Harry Kane. En fait, à Manchester, ils n'ont pas voulu en fait aller négocier avec Lévy par souvenir des négociations sur Berbatov, qui était finalement parti, je crois, quasiment le dernier jour du mercato, mais c'était très 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 compliqué. Donc voilà, Lévy, c'est un super négociateur. C'est quelqu'un qui a une vraie vision. C'est quelqu'un qui peut se planter dans les choix sportifs aussi. C'est un fan, mais qui n'a pas une vision du football très fine, mais c'est un businessman. Donc ce qu'il a fait des Spurs, de faire d'une équipe de milieu de tableau avec le stade le plus moderne du monde quasiment, qui va, une fois que le prêt de construction, un peu à l'image de l'Emirates, va générer des revenus quand même assez conséquents. Il a vraiment modernisé le club. Donc voilà, écoute, je pense que c'est plus un mec business qu'un mec vraiment foot avec une vision fine du football. Mais en tout cas, si le jour où il partira, il laissera bien évidemment cette image de négociateur très 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 compliqué. On remercie David pour ce petit passage dans Poteau Carré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le retrouver tous les lundis sur le Comex avec Thibaut Leplat et Jean-Baptiste Guégan. Les gars, pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le club, je vous propose qu'on aille un peu voir dans la direction sportive de Tottenham, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que mine de rien, on a du mal à établir une stratégie entre les années 2010 et maintenant. Il y a eu un peu tout et n'importe quoi en termes de strat. Val, tu veux nous en dire un mot? Ouais, alors on a parlé un petit peu de l'histoire, on n'est pas trop revenu justement sur ce qui s'est passé dans les années 2010. On a parlé un petit peu de Pochettino. Hem mais on n'a pas évoqué ce qui s'est passé après. Il y a eu un enchaînement quand Pochettino est parti qui a été assez compliqué. Il y a eu José Mourinho qu'on avait vu notamment dans la série, All or Nothing, et puis il y a eu Antonio Conte ensuite, et tout ça a créé pas mal d'instabilité au club. On sait que c'est des entraîneurs qui avaient des tempéraments qui étaient assez tumultueux, si on peut dire, qui allaient beaucoup au conflit avec leur direction et cetera, et ça a créé énormément de tensions dans le club. Et on est arrivé du coup à la fin de l'année dernière, l'année 2021, enfin la saison 2022-2023, où il y a eu un besoin d'assainir le club. Antonio Conte est parti. Ryan Mason, je ne sais pas si vous vous rappelez, a fait l'intérim qu'entraîneur intérimaire. Et même au niveau de la direction, il y avait un réel besoin d'assainir. Il y avait déjà des gens qui étaient arrivés à l'été 2022, mais là, dès la fin de saison dernière, il y a eu un nouvel assainissement. Alors, il y a eu Fabio Paratici qui était directeur général du football, qui entre-temps a été banni du football pendant 30 mois pour un scandale de je sais plus trop quoi. Il y a eu Gretar Steinsson qui était directeur de la performance, et le recruteur en chef qui s'appelait Leonardo Gabanini, qui ont été remplacés cet été, qui sont partis de leur plein gré, enfin de leur plein gré, sauf Paratici qui s'est fait virer, et qui ont été remplacés par une direction complètement différente. Alors un trio, un mec qui s'appelle Scott Moon, qui est donc directeur du football aujourd'hui, qui est en charge de s'occuper de toutes les sections football du club. Plus, c'est aussi lui qui est en charge de rapporter toutes les informations à Lévy. C'est vraiment son numéro 2, son bras droit. C'est lui qui va être en charge de toutes les affaires courantes, en gros. Et il y a un autre personne qui est arrivée, c'est Johan Lunch, qui est directeur technique, qui lui a un profil qui est très intéressant, qui est l'ex-directeur sportif de Copenhague et d'Aston Villa, dont on avait un petit peu parlé l'an passé, et qui s'est fait virer justement d'Aston Villa parce que le club d'Aston Villa a décidé de donner les pleins pouvoirs à Emery, notamment sur le choix du directeur sportif, et c'est pour ça que Monchi est arrivé cet été, et que entre-temps, justement, Johan Lang avait été relégué chez les jeunes et qu'il a décidé de partir suite à ça. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un d'assez discret, qui est notamment connu pour sa promotion des jeunes joueurs et qui est très axé sur la data. Et justement, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec deux autres personnes.
2 anciens d'Aston Villa justement aussi, Rob Mackenzie qui est ex-recruteur, à Leicester notamment l'année du titre et donc à Aston Villa, qui arrive en tant que responsable du recrutement et Frédéric Lett. C'est un ami de Macron aussi, je crois. Rob Mackenzie? Ouais. Non, tu confonds avec, McKinsey. C'est des cousins, c'est des cousins. Mais voilà, et il arrive aussi avec Frédéric Lett, Leth, je sais pas comment on dit exactement, mais voilà, Frédéric Lett, qui arrive en tant que directeur de la recherche. Et lui, il est chargé de mettre en place toute une culture de la data dans tous les départements sportifs du club. Donc voilà, on sent qu'ils arrivent vraiment avec une idée assez précise de ce qu'ils ont envie de faire, d'aller justement chercher des jeunes talents et surtout de s'orienter vers un nouveau truc qui est la data, qui est évidemment un truc hyper important aujourd'hui dans les systèmes de recrutement, même s'il ne faut pas en abuser, mais je pense qu'ils ont conscience de ça. Et mais voilà, il y a une véritable vision qui est mise en place avec l'arrivée de ces gars-là. Et d'ailleurs, une vision qui est alignée avec la vision de Postecoglou, l'entraîneur dont on va parler un petit peu plus tard, qui a lui-même validé le recrutement de Johan Lang. Voilà. Et j'ai pas parlé beaucoup de Scott Munn parce qu'il a un profil un petit peu plus directeur général, mais c'est un mec qui est issu du City Football Group, qui a été notamment en charge de Melbourne et du club chinois City Football Group, et puis de manière générale du City Football Group en Chine et en Australie. Et voilà, et qui a pas mal une expertise notamment sur les marchés émergents, mais il a un rôle qui est un peu plus sombre et un peu moins populaire que je pense que celui qu'aura Johan Lange à Tottenham. C'est marrant du coup finalement quand on met des gens, au bon poste qui savent bosser, finalement ça marche à peu près. Thomas, tu veux rajouter un Non, peut-être, revenir un peu sur, la période Pochettino, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Val, la direction, elle était beaucoup moins structurée et en fait, quand on analyse un peu de plus près cette période-là, ça tient un peu du miracle. On sait que Pochettino, il arrive en 2014 et quand il arrive, il vient de Southampton, qui est pas, un grand club anglais, et il vient surtout avec beaucoup de scepticisme. À l'époque, il est pas du tout accueilli comme, le messie, on ne sait pas du tout qui c'est, il a en plus, une espèce de réputation un peu béton, à la con, à Southampton, et du coup, même si, il y a quelques experts qui, évidemment, hein, le connaissent, savent que, c'est un grand travailleur et cetera, c'est pas non plus, l'accueil, à bras ouverts, et il réussit, en 3-4 ans, donc il part, novembre 2019, il finit par être licencié. Ouais, voilà, c'est ça, En 5 5 ans. ans, ouais. 5 ans, En ouais, ouais. 5 ans, ouais, il remet l'équipe au top de la première ligue. Alors, il le fait aussi grâce à une génération dorée. On la connaît tous, hein, cette équipe avec, Harry Kane, Mingson. Mais il y avait aussi des joueurs qui se sont un peu perdus, mais qui font des gros débuts, type Dele Alli, par exemple, qu'on a un peu oublié, à cause de nombreuses blessures et nombreux choix un peu douteux. Mais bon, c'était, un des plus gros prospects du football. Je crois que c'est 2016 où c'est la plus grosse valeur sur le marché des transferts après Neymar, quelque chose comme ça. Donc cette équipe-là, elle arrive, quand même à aller jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2018-2019, qu'elle perdra du coup contre Liverpool, 2-0 après avoir éliminé l'Ajax, dans des matchs, complètement fous où on avait Et retrouvé Lucas Manchester City, Moura, ouais. ouais, ouais, et Manchester City aussi évidemment, et donc son départ en fait, a mis en exergue un peu la mauvaise organisation de ce club, et Val l'a dit. En fait, une fois qu'il y a plus Pochettino pour tenir tout ça sportivement, en fait, on avait beau ramener de nouveaux, entraîneurs et cetera, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelques soucis d'organisation, et donc du coup cette nouvelle ère, pardon, qui s'ouvre et qui est incarnée en plus par le nouvel entraîneur, Postecoglou, elle est forcément, intéressante à analyser, pour nous. bah, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait on se rend compte que en tant que suiveur de foot de loin, parce qu'on n'était pas les spécialistes de Tottenham, Pochettino était l'arbre qui cachait la forêt. Nous, on avait l'impression que Tottenham, ça bossait bien. Finalement, Pochettino était une espèce de pieuvre, un manager vraiment à l'anglaise qui contrôlait tout. Et son départ a montré comme tu viens de le dire, Thomas, toutes les carences du club. Val, tu veux rajouter un petit truc là-dessus avant qu'on passe à la période actuelle et avec notre ami Ange? Ouais, justement dans ce marasme organisationnel qu'il y avait à Tottenham, on sait aussi la proximité qu'il y avait enfin qu'il y a toujours d'ailleurs entre Daniel Levy et Pini Zahavi, qui est un super agent qui est assez discret, mais voilà, d'origine israélienne, donc on comprend aussi, les connexions qu'il y a entre les 2. Et voilà, il a été aussi assez influent sur certains transferts, à Tottenham qui n'ont pas forcément été très très influents. Et la vraie question qui va se poser aujourd'hui, notamment sur la direction, c'est de savoir quel va être le rôle de Daniel Levy avec cette nouvelle direction. Il a pris une décision
d'assainissement du club. Alors je parlais des nouveaux directeurs du football, directeurs techniques, etc. Mais c'est aussi ce qui se passe avec Ange Postecoglou, qui aujourd'hui est un entraîneur qui est justement dans l'apaisement, dans le fait de créer une communauté autour de lui, de mobiliser les supporters, etc. Et aujourd'hui, Daniel Levy, il est assez critiqué, notamment par les supporters qui l'ont beaucoup reproché de s'être investi énormément dans les transferts, alors que normalement, c'est pas censé être son rôle. Ça faisait aussi partie justement de cette gestion un peu catastrophique qu'il y avait dans les années 2010. À la fois, c'est un mec qui a construit un petit peu le club depuis 20 ans, qui l'a ramené en Ligue des Champions, qui a su faire des bons coups, qui a su faire des bonnes ventes. Je parle de Gareth Bale, je parle de Harry Kane, etc. Mais à la fois, c'est aussi un joueur qui grattait un petit peu sur tous les transferts qui étaient possibles, etc. Et Donc, il en a loupé du coup, hein. Il a aussi, on parlait bien de sûr. Dele Alli, mais l'échec de Dele Alli, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, il le laisse pas partir et cetera. L'autre s'enferme dans un truc. Enfin, il y a aussi toujours, cette espèce de truc un peu comme à, De Laurentiis à Naples, cet ego un peu surdimensionné, au niveau des transferts et de l'effectif qui du Bah, c'est coup, le pompier pose pyromane un problème, peu. quoi. C'est le, Exactement, ouais, le- le pompier exactement. pyromane, ouais, exactement. Et on lui a reproché aussi le après Bale, hein. On se souvient des 8 joueurs avec Soldado, et compagnie Ouais, c'est après vrai. après Bale, qui lui a été beaucoup reproché de ne pas réussir à avoir géré ça. Et d'ailleurs, je veux pas faire peur aux supporters de Tottenham, mais si ça déconne un peu avec Postecoglou, à tout moment, vous allez vous retrouver avec Genesio sur le banc, hein, parce que Genesio, il est sous étendard de Pini Oui, c'est Zahavi vrai, c'est vrai, maintenant, c'est hein, et vrai. vu que c'est le copain de Lévy, J'avais oublié ça. ça peut aller très vite. Bon les gars, je propose qu'on passe du coup exactement, à ce qui se passe en ce moment avec tu veux rajouter un Ouais, dernier truc, en Val? fait, juste un truc, global, parce qu'on n'a pas trop parlé du club de Tottenham encore, de manière générale. Il faut bien comprendre que alors, c'est ce que un peu dans la continuité de ce que je disais, c'est que Daniel Levy a quand même emmené le club vers des sommets, notamment d'un point de vue économique qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, Tottenham, c'est quand même le 9e club en termes de valeur marchande, devant des clubs comme la Juve, comme Arsenal, qui est en termes de valorisation marchande précisément. Parce qu'il y a justement ce nouveau stade qui est très important, dont on va parler un peu plus tard. Mais Qui est devant le des plus clubs cher d'Europe. Ouais, exactement. Devant des clubs comme la Juve, devant des clubs comme Milan, comme Arsenal, qui sont vraiment des clubs historiques. On se rappelle en 2021 que ça faisait partie des équipes qui avaient fait partie du groupe pour la Super League. Ça fait partie des déserteurs. Mais voilà, c'est aussi représentatif de la grandeur du club aujourd'hui, de ce que ça représente économiquement. Et ça, c'est aussi le rôle de Daniel Levy. Et pardon, si je peux juste compléter, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser quelques petits trucs sur la direction tout à l'heure. J'ai dit que Paratici s'était fait virer du club, évidemment. Il agit toujours en sous-main en tant que conseiller sportif. C'est notamment lui qui a signé Alejo Velis et Vicario cet été. Vicario qui est le gardien du club aujourd'hui. Et il est notamment à l'origine de signatures de Pape Matar Sarr, de Udogie, de Romero, etc. Donc c'est un mec qui a encore un petit peu d'influence. Ça fait partie des questions qu'il va falloir se poser aussi, savoir s'il continue à agir au club ou si on est vraiment dans cette démarche d'assainissement. On sait que qu'il avait notamment une relation très conflictuelle avec Antonio Conte et que c'est comme ça que ça a un petit peu dégoupillé aussi. Désolé, j'ai un peu de mal à faire le move, débrancher, rebrancher le micro. Du coup, on va s'intéresser maintenant, pour le coup, vu qu'on a fini un peu sur sa parenthèse, au parcours d'Ange Postecoglou, en fait, un coach qui était assez inconnu, mine de rien, dans le microcosme européen avant d'arriver à Tottenham et qui est arrivé à petits pas et qui a un peu tout niqué, dans le game. Ouais, on peut le dire, il était même, complètement inconnu, hein. C'est, son parcours d'entraîneur, si tu veux, c'est des clubs, en Australie, un sombre club grec que je ne connaissais même pas, qui s'appelle le Panathinaïkos Ouais, il a fait un et match, hein. ouais, non, mais il l'a quand même fait et évidemment, il a été, découvert avec le Celtic. Mais, en fait, au-delà, de s'intéresser au parcours et du coup, par exemple, à un Pochettino qu'on en a parlé tout à l'heure, qui était lui déjà en première ligue ou bien tous ceux qui ont suivi derrière, qui avaient une carrière déjà bien fournie. En fait, ce qu'il faut s'intéresser, c'est surtout le profil du gars. Le profil et l'analyse, qu'il est capable de faire des matchs et comme l'a dit Val, de s'ancrer et de s'inscrire dans une nouvelle politique, menée à Tottenham. Pour revenir un petit peu sur sa carrière, c'est un mec qui est passé aussi par le City Football Group, notamment au club de Yokohama, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est à Melbourne aussi. À Melbourne aussi, au club de Yokohama. Donc c'est quelqu'un qu'on aurait pu attendre peut-être dans le City Football Group, mais qui a fait le choix justement d'aller au Celtic. Où en fait, dans tous les clubs où il est passé, ça n'a jamais été le premier choix. Au Celtic, il était arrivé après.
J'ai un trou sur l'entraîneur, mais vous allez m'aider, vous allez m'aider à retrouver via internet. Mais voilà, il n'était pas du tout premier choix. Là, à Tottenham, Mettez-le dans les coms. Non, voilà, je plaisante. exactement. Mais pareil, à Tottenham, là, il est arrivé, il n'était pas du tout le premier choix. Et finalement, en fait, il arrive dans un contexte de club à Tottenham qui est quasiment parfait pour lui, où en fait, il a tout approuvé. Il n'a pas vraiment de pression sur lui parce qu'on sait que s'il rate, eh ben, on dira comme Nuno Espirito Santos bah, qu'il n'avait pas le profil pour le poste. Et puis surtout, il arrive après la période d'Harry Kane. Qui laisse un énorme trou. On rappelle qu'Harry Kane est quasiment le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, C'est c'est ça. ça. Euh, donc, quand tu as un attaquant comme ça qui part d'un club, a priori, tu as un petit peu moins de pression Est-ce que que. Val, au Celtic, tu parlais de John Kennedy? Alors, c'était peut-être pas lui dont je parlais, mais peut-être que je parlais des mecs qui étaient pressentis pour prendre sa place au Celtic. Ouais, parce qu'en tout cas, celui qui était avant lui, c'était John Bah, Kennedy, John du coup. Kennedy, voilà, on se rappelle de l'assassinat, hein. Ouais, Ouais. Mais pauvre, c'est triste, hein. Dans Après, un match amical aux États-Unis, une qu'après tournée avoir pris américaine. une balle, il ait réussi à devenir coach. ouais, c'est dingue qu'il a. Putain, la résilience du mec, quoi. Le retour du roi. Mec, il est dans une bagnole, il prend une balle, après il va coacher une équipe, quoi. Fort. Puis pas n'importe laquelle en plus. Hein. Oh là là. On est, ouais, fort. Ouais. Voilà, comment on enchaîne après ça, les mecs? Non, tu voulais Donc tu parler nous disais, du profil Ange actuel de. Postecoglou. Bah, Postecoglou, oui, c'est un entraîneur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un entraîneur qui a toujours, peu importe les clubs où il est passé, et c'est pour ça que son passage au Celtic est quasiment. Je fais une parenthèse. Val, il a dit comment on enchaîne après ça. Il a fait la meilleure transition de la Terre. Il a fait Ange Postecoglou. Bah, c'est un entraîneur. C'est faux, t'es un escroc. Non, c'est un entraîneur qui a toujours eu un côté un petit peu romantique. Et justement, le passage au Celtic, là-bas, il est considéré véritablement comme un dieu. Il y a eu un tifo pour lui à son départ, alors que normalement, des clubs dans des institutions comme ça, comme le Celtic, on n'a pas une filiation comme ça avec les entraîneurs pendant si longtemps. Et en fait, cette espèce de côté romantique qu'il a, c'est il a toujours des mots. Typiquement pour les supporters, pour les employés du club, sur la vision générale du club, comme quoi il faut vraiment qu'il y ait un espèce comment on dit, de Un front commun. un front commun, exactement, parfait. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'il a toujours eu, au début de ses projets sportifs, donc il a toujours eu des conférences de presse où il expliquait sa vision des choses, comment est-ce qu'il fallait jouer, comment est-ce qu'il était. Voilà, lui, il est très dogmatique, comment il faut expliquer les choses. Et il a toujours eu, dans chacun de ses projets, que ce soit à Brisbane, que ce soit au Celtic, au début de ses projets, des grosses défaites assez lourdes où justement il se retrouvait à être hyper têtu dans ses principes de jeu. Et alors, je dis ça parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, mais voilà, à Brisbane, il avait eu une défaite contre le Melbourne Victory. À Celtic, il avait eu une défaite contre le Bayer Leverkusen. Et là, on enregistre cette émission, ça tombe assez bien parce qu'il a eu cette grosse défaite cette semaine à Chelsea. Et il dit toujours, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on apprend le plus sur soi-même. Et justement, le match contre Chelsea cette semaine, c'est assez représentatif de ce qu'il essaie de mettre en place. Alors là, je dérive un petit peu sur l'aspect sportif, mais voilà, et on a vu le match contre Chelsea cette semaine où il se retrouve à 9 contre 11 et il se retrouve à défendre à 50 mètres de son but. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça marche plus. Mais voilà, c'est un mec qui est hyper dogmatique sur ses façons de jouer et peut-être qu'on peut basculer un petit peu là-dessus. Je sais pas, Jules, Et, si tu vu dans ton. et même dans l'état d'esprit, il y a aussi quelque chose à voir avec ce match, c'est que je vous invite à regarder des extraits de la conférence de presse. Il est anormalement très positif en conférence de presse, c'est-à-dire qu'il crache pas tellement sur l'arbitrage. Il y a quand même 2 buts refusés, 2 rouges, etc. Enfin, c'est simple de tomber dans le panneau. On se souvient de Mourinho juste avant et le foin qu'il aurait pu faire après un match comme celui-là. Et lui, pas du tout. Il commence à philosopher à un moment donné en expliquant qu'il a appris le football avec les erreurs d'arbitrage, que c'est quelque chose qui font partie de la vie, que c'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en question. Enfin, du coup, ça participe à cette espèce de perso un peu humilité, très positif, qui veut aller vers l'avant aussi dans l'attitude, quoi, pas seulement dans les principes de jeu. Ouais, et pour aller dans ton sens, Thomas, en fait, même dans le jeu, en fait, quand on regarde le match contre Chelsea, Dieu sait qu'on aurait vu le même scénario dans beaucoup de matchs de Ligue 1. On aurait vu des coachs, sans les citer, comment ça va Bruno Genesio, faire rentrer 3 défenseurs pour colmater et cetera, et c'est un mec
qui a gardé sa philosophie malgré les rouges. Donc en fait, il a ce côté-là, je pense, vis-à-vis des supporters qui est très entier, très quoi qu'il arrive, il gardera sa philosophie de jeu vers l'avant et je pense que ça plaît quoi qu'il arrive à n'importe quel supporter, d'un club. Est-ce que les gars, maintenant qu'on a parlé un peu du personnage Ange Postecoglou et qui il est, avant de revenir à l'effectif qu'il a sous la main, est-ce qu'on peut dire un mot sur ses préceptes de jeu, ce qu'il fait en termes de jeu plus qu'en termes de manager? Les principes de jeu, en fait, il est très moderne. Je trouve pas qu'il a une patte, particulière, si tu veux. Il invente rien, comme Guardiola pourrait inventer, certaines choses, sauf qu'il s'inscrit, un peu dans l'ère moderne de la transition, quoi. Donc comme a dit, Val, c'est quelqu'un qui défend, très haut, qui récupère très vite la balle et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il le fait avec des joueurs un peu seconde zone là au milieu, tu vois? Pape Matar Sarr et cetera. C'est pas non plus, tu vois? C'est pas la crème de la crème du milieu de terrain. Pourtant, bah, c'est un joueur qui devient très utile du coup, avec un profil d'entraîneur comme celui-là et ensuite, on transitionne, assez vite vers l'avant, dans des attaques, rapides, quoi et ça, c'est des systèmes qu'on retrouve, un peu partout. Il peut faire penser un peu à l'entraîneur de Brighton, j'ai oublié son nom là, De un peu dans le Zerbi. principe de transition. Ouais, voilà, De Zerbi, pardon. Un peu tout le football qui avait été initié par Jürgen Klopp, ces dernières années. Bah, en fait, j'ai l'impression que ce qu'il a fait, en fait, c'est que même contrairement peut-être à De Zerbi, c'est qu'il a un peu enlevé, on va dire, les joueurs hybrides, voire techniques de son milieu, pour mettre des gros bosseurs, récupérer vite et se projeter très, très vite. C'est pour ça qu'on a la doublette Bissouma, Pape Matar qui marche super bien et c'est ça qui fonctionne, j'ai l'impression, avec notamment aussi d'ailleurs les 2 latéraux qui viennent s'inclure dans le contre-pressing pas mal dans l'axe. C'est très hybride en fait. Tu parlais de Jürgen Klopp, lui, il dit clairement qu'il s'inspire de Guardiola et de tout ce qu'a fait Guardiola en vrai. Et il le dit lui-même et justement, enfin sur les aspects tactiques, il travaille notamment beaucoup avec ses latéraux qui eux sont des joueurs très techniques. Pardon, Udogie et Pedro Porro, pardon, qui sont des joueurs qui vont beaucoup rentrer dans l'axe, un peu ce qu'on voit à Arsenal enfin avec Arteta et à City avec Guardiola. C'est des Ouais, mecs mais qui. moins dans la conservation, tu vois, de Oui, bah, balles. C'est-à-dire que moi, ils me font plus penser à Robertson, Alexander-Arnold quand, ça se projetait vers l'avant et qu'ils participaient au jeu. c'est des joueurs qui C'est rentrent pour ça beaucoup que dans j'avais fait le l'axe, hein. comparatif Je avec, je suis un peu d'accord avec Thomas. Je trouve que, tu vois, genre les profils de Udogie et Porro, c'est quand même pas des profils à la Zinchenko qui vont s'inclure presque en Ah bah, c'est 8 exactement ce qu'ils dans font le pourtant. milieu quand ça va En jouer. C'est plus des bouffeurs en de fait ligne en puissance, Ah non, en fait, c'est justement même pire que ça, ils vont pas s'incruster en 8, ils vont s'incruster dans les demi-espaces beaucoup plus haut au niveau des numéros 10. C'est très impressionnant en vrai et c'est justement là-dessus que Bissouma et Matar Sarr sont impressionnants, c'est qu'ils vont venir compenser en permanence. C'est le principe du jeu de position, c'est qu'ils vont tout le monde vient compenser et tu as un schéma qui est très précis, il veut des joueurs à ces endroits-là qui vont dans les espaces et tu as toujours des joueurs qui viennent compenser à gauche à droite. Mais j'avais lu justement un article de The Athletic sur l'aspect tactique qu'il essaie de mettre en place et c'est justement des joueurs qui vont venir s'incruster très très haut dans les demi-espaces pour laisser la place à Madison de les toucher, qui est un joueur beaucoup plus technique, pour venir les toucher et ensuite pouvoir décaler sur les côtés ou faire descendre dans l'axe directement. mais du coup, ce qui est pour moi presque entre guillemets, «une nouveauté» entre guillemets, parce que genre je trouve que, on l'a rarement vu. On a vu la nouvelle mode, d'avoir entre guillemets, on le voit au PSG en ce moment, on le voit à Arsenal, d'avoir en phase offensive 3 défenseurs qui créent l'équilibre en se mettant en centraux et un défenseur qui rentre plus dans le schéma offensif. Là, on en a vraiment 2 qui vont monter, comme tu le dis, dans les demi-espaces et d'avoir les 2 défensifs qui vont compenser les 2 latéraux et moi, je trouve que en ce sens, c'est presque un petit peu, pas révolutionnaire, mais c'est assez intéressant de voir des latéraux jouer ce rôle-là. Je pense que de toute façon, beaucoup de gens qui nous écoutent ont vu jouer le Tottenham, d'Ange Postecoglou. On vous encourage, quoi qu'il arrive, à aller le regarder si vous voulez en voir un peu plus sur l'aspect tactique. Je propose qu'avant qu'on aborde le mercato qui s'est passé cet été et l'effectif dont dispose, le coach, on va passer à la chronique, Wikipoto de notre ami Thomas qui va nous parler d'un joueur un petit peu particulier et très marquant qui n'est plus des nôtres, à Tottenham. exactement et cette idée de chronique, m'est venue parce que ça y est, c'est bon les gars, l'information est tombée. Je l'ai lu dans Courrier International et c'est même pas une blague. Beckham, la série de Fisher Stevens en ligne sur la plateforme rouge et noir bien connue de tous, a doublé ses objectifs de vue. On y découvre la vie du Spice Boy qui revient même sur ses frasques extra-conjugales, face caméra, mais aussi sur sa carrière, son entourage, etc. Et l'Angleterre, elle aime ça. Starifié pardon, depuis son jeune âge,
David s'installe à la fin des années 90 dans la tradition de ces joueurs britanniques qui alternent performance de haut vol sur les terrains, mais aussi en dehors. Dans la même veine, on connaît bien sûr tous George Best, son ancien, véritable star outre-Manche, qui n'était étouffé ni par sa timidité ni par son humilité. Parler de nos joueurs british et de leurs aventures, ça m'impose de vous rappeler que l'an passé, on a réussi l'exploit d'avoir les femmes de Wayne Rooney et Jamie Vardy qui se retrouvaient opposées dans un procès l'une contre l'autre pour des affaires de fuite d'informations l'une sur l'autre, du coup, dans le Sun. Affaire qui s'est réglée à 1,7 million de livres. J'attends avec impatience de choper Val en train de raconter au canard enchaîné ma vie sentimentale, histoire de passer un moment au soleil en 2024. Dans cette même veine, j'ose à peine évoquer les 72 heures de biture de Jack Grealish pour fêter la saison de son club en juin dernier, même si j'en profite pour vous rappeler que Val aurait été aperçu bras dessus bras dessous avec Jack en train de remonter les bords de la Tamise en chantant Wonderwall de Oasis. Dans ce marasme trash propre à nos voisins, un ovni semble se détacher ces dernières années. Né à Walthamstow, petit quartier du nord de Londres en 93, Harry Kane connaît des débuts dans le football chaotique. Supporter de Tottenham, il ne parvient pas à entrer dans l'académie de son club de cœur et finit par être recruté par Arsenal, le rival de toujours. Il n'y reste qu'un an avant de s'en faire virer, jugé pas assez bon, et après quelques galères, il finira tout de même par être intégré chez les Spurs. Pas convaincu par le potentiel du joueur, il enchaîne les prêts à Londres, d'abord à Leyton Orient puis à Millwall, puis à Norwich et Leicester. Il s'installera enfin dans l'équipe des Spurs en 2013 avant de devenir petit à petit le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Parti de Tottenham après plus de 10 ans passés au club cet été pour le Bayern Munich, chez qui tout se passe pour le mieux, Harry Kane, c'est depuis le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 280 buts, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, comme l'a dit Val tout à l'heure, et le meilleur buteur de l'histoire et capitaine actuel de l'équipe nationale anglaise. Mais pas que. Devinez quoi, le jeune Harry, lors de ses périodes de doute, ne s'est jamais réfugié dans la bière, comme ses petits camarades, ou comme celui que je regarde actuellement avec insistance et dont le nom commence par V, finit par L, et comporte un A entre la première et la dernière lettre de son prénom. Non, Harry, ce n'est pas ça. Classé au golf et au cricket, en mars 2019, il s'est fait membre de l'ordre de l'Empire britannique et reçoit en 2023 le Freedom of the City of London, genre de prix londonien d'exception. En 2022, en Coupe du Monde, après son pénalty manqué contre la France qu'il prive de demi-finale, il s'excusera publiquement sur les chaînes publiques de télé, ce qui lui vaudra même le titre d'anglais le plus boring de l'année par des journaux satiriques qui lui préféraient ses prédécesseurs et leurs frasques en tout genre. Côté vie perso, en plus de sa fondation caritative et de son compte Instagram qui ressemble à la promotion des jeunes cathos de France qui chantent la chanson des cigales sur un ponton au Cap Ferret, il dirige des programmes de réinsertion de chômeurs par l'arbitrage dans le foot. Et côté cœur, enfin, en 2019, il épouse son amour de toujours, Kate Goodland, dont il ne s'est jamais séparé, avec qui il a 3 enfants et en compagnie de qui il multiplie les promenades en forêt et en famille. Tout ça filmé caméra à l'épaule. Bref, Harry nous a rappelé ce que je ne savais pas, sous l'influence d'un camarade dont le nom commence par V, finit par L et comporte un A entre la première et la dernière lettre de son prénom, qu'en Angleterre, il ne fallait pas être une poche pour réussir. Dernier king du football anglais, bien à lui, il laissera donc une nouvelle manière de gouverner, préférant le tea time à l'afterwork au pub. Et maintenant qu'il est parti, j'attends la nouvelle cuvée avec impatience afin d'observer si l'Angleterre renouera enfin avec ses valeurs traditionnelles et avec un camarade dont le prénom commence par V, finit par L, qui comporte un A entre les 2 lettres de son prénom. Exceptionnel. C'est vrai qu'il est merci Thomas pour cette chronique qui était succulente. On a c'est vrai qu'au final Harry, il pourrait être de la famille royale, hein. Il Et a un tout à petit fait, côté il Bah, il a un petit côté prince à l'inverse de d'Angleterre. l'autre Harry, exactement. qui est de la Ouais, famille royale Un pour Harry le peut coup. en ce qui cacher fait un ch autre. ce qui fait chier, c'est que ce con, il est encore en train de réussir au Bayern, quoi. Tout lui réussit à un moment, Ah, c'est assez merde. Les exceptionnel, ouais. stats sont odieuses. Odieuses. Et c'est vrai que ouais, c'est vrai que là, en plus, il y a Kane. Avant, il y avait Rooney. Au moins, Rooney a eu, l'honneur de nous annoncer cette semaine qu'il était tombé dans l'alcool à 20 ans, quand il était à Everton. Voilà, là, on y est, là, on est là, on est en Angleterre. Actuel entraîneur de Birmingham, qui vient d'ailleurs d'être élu, je l'ai entendu par hasard tout à l'heure à la radio, ville anglaise avec la plus forte récession en 2023. Ah, Donc voilà, ça ne s'invente pas. Écoutez, il avait un problème avec l'alcool à 20 ans, ça va lui revenir à 40. Heu, Maintenant qu'on a fait ce petit passage sur Harry Kane et ça fait une très belle transition, on pouvait s'inquiéter au vu des dernières saisons de Tottenham, du départ de Kane qui était le meilleur joueur. On a l'impression qu'il portait l'équipe sur ses épaules et finalement tout va pour le mieux. Il y a eu le départ d'Harry Kane, mais il y a eu aussi les arrivées qui, en fait, je trouve que le mercato des Spurs a été
très éclipsé par le départ d'Harry Kane et qu'en fait, on s'est pas rendu compte qu'il y avait eu un mercato qui était très, très malin derrière. Est-ce que les gars, on peut s'attarder un peu sur ce mercato? Allons-y. Du coup, oui, et effectivement, l'effectif qui a beaucoup bougé et alors j'irais même un tout petit peu plus loin avant qu'on commence le ligne par ligne. Il a aussi beaucoup bougé en termes de départ, en fait. Il y avait pas mal de joueurs qui végétaient, à Tottenham et qui ont quitté le navire, et ça, je pense que ça libère aussi de la place dans un effectif et ça permet à une reconstruction plus globale. Ligne par ligne, donc on l'a dit, le tactiquement, il a besoin de joueurs qui sont assez mobiles. Évidemment, la petite attraction, ça a été l'arrivée de Mickey van de Ven de Wolfsburg, pour 40 millions d'euros. Pareil, donc un joueur qui a été recruté, alors pas exactement dire juste sur les datas, ce serait mentir parce que c'est pas le cas, mais une fois de plus, avec, une idée un peu de fort prospect et de statistiques, qui vont, potentiellement évoluer. Au milieu, on a parlé rapidement de Pape Matar Sarr, alors qui est pas arrivé cet été, qui est arrivé l'année passée, mais qui a vraiment commencé, son intégration dans l'effectif, cette année et qui est une des pièces maîtresses, un peu à la surprise générale de cette équipe. Ouais, moi j'enchaîne parce que t'as pas parlé du gardien qui a été Ah oui, recruté à pardon, Empoli, qui j'ai s'appelle pas pensé. Vicario. Tout à Comme fait. Et c'est ce que et c'est ce que j'allais dire pour rebondir sur la chronique de Thomas, c'est qu'on a parlé beaucoup du départ d'Harry Kane, mais mine de rien, la mise au placard de Lloris qui était considéré, je pense que Val, tu vas le dire, hein, Ouais, désolé si je te vas-y, coupe vas-y. l'herbe sous le pied, mais qui était considéré comme un des garde-fous, de cette équipe de Tottenham qui était chancelante. Finalement, la transition se fait très bien avec Vicario. Ouais, bah, Hugo Lloris, il voulait enchaîner un petit peu, en fait, tous les clubs avec des supporters fascistes en Europe. Donc, il avait commencé à Nice, il était à Lyon. Là, il avait ambitionné d'aller à la Lazio. Et en fait, ça s'est pas fait au dernier moment. Mais du coup, Tottenham a quand même pris un gardien remplaçant à la personne de Vicario, qui jouait à Empoli l'an passé. Et qui est un très bon gardien, notamment au pied. Et qui rentre en fait parfaitement dans le projet de jeu de Postecoglou, c'est-à-dire de sortir avec une relance propre et d'arriver assez rapidement dans la deuxième partie, enfin dans la partie adverse du terrain. Donc voilà, c'est un gardien qui, en tout cas jusqu'ici, répond parfaitement aux attentes. Tu as parlé de Van de Ven, moi je trouve très impressionnant en fait la complémentarité qu'ils ont avec Romero. On l'a dit, Tottenham, c'est une équipe qui joue très, très haut. Van de Ven, c'est un joueur qui va très, très vite et qui justement est capable de couvrir une profondeur, un peu comme ce que fait Saliba à Arsenal ou ce qu'a fait Van Dijk à une époque à Liverpool. C'est des mecs en fait qui ont une telle vitesse que rapidement tu peux pas lancer des mecs en profondeur face à ces mecs-là. Alors Ouais. Val, on me corrige dans l'oreillette, il semble qu'on dit pas, Romero, mais qu'on prononce, tu écorché le nom, qu'on dit cette petite salope de Romero. Voilà, c'était juste, une petite correction. Voilà, mais bon, je sais que tu l'aimes pas, je l'aime pas particulièrement non plus à vrai dire, mais c'est quand même pas un joueur, complètement dégueulasse quoi, donc voilà, il faut aussi l'accepter et il y a eu du coup l'arrivée de Pedro Porro et de Udogie qui sont des joueurs qui sont très intéressants aussi et puis surtout moi il y a un joueur qu'il faut qu'on parle parce que c'est quand même peut-être le meilleur joueur de première ligue depuis le début de la saison ou alors top 3, c'est l'arrivée de James Maddison, Ouais, c'est incroyable. qui a coûté 3 fois rien par rapport à Est-ce son que niveau, quoi. est-ce Est-ce que Val, parce que je suis un peu relou, qu'on aille un peu vraiment ligne par ligne, on peut dire quand même aussi un mot sur Bissouma parce que moi c'est un joueur que j'adorais à Brighton, sous Graham Potter qui là j'ai l'impression qu'il revient au niveau de Brighton. Il a été gêné l'an dernier avec son recrutement et certainement qu'il y avait pas le bon coaching, Bah, c'est mais c'est lui pour moi qui met aussi en lumière Pape Matar c'est pour Sarr. moi, c'est l'illustration du changement de direction et de l'assainissement qu'il y a eu dans ce club. D'un mec qui se retrouve avec un entraîneur, enfin qui se retrouvait l'année dernière avec un entraîneur qui était ultra conflictuel, avec qui il n'arrivait pas à progresser, à retrouver son niveau qui était le sien à Brighton et même un peu avant à Lille, et qui arrive dans un schéma de jeu qui est parfait, enfin qui est parfait pour lui, quoi. Un schéma de jeu où il évolue un peu en mode box to box, où il vient compenser à gauche et à droite, où il peut se projeter, et c'est hyper intéressant pour lui. Il a une vraie liberté et c'est, enfin en vrai, en début de saison, qui aurait parié que le double pivot Ouais, c'est Pape incroyable, Matar hein. Sarr, Yves Bissouma serait titulaire avec Tottenham et leader de Première Ligue, Ouais. alors qu'il y avait Højbjerg et d'ailleurs l'année dernière qui galéraient, quoi. Après, il y a un petit côté, l'un va pas sans l'autre, hein, quand même. Ouais, 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 bien sûr. Oui, c'est ça exactement, il y a une complémentarité qui est dingue que Postecoglou a réussi à Et l'un trouver va pas sans et l'autre parce que v moi c'est ce que l'un je va pas sans l'autre et va pas sans le troisième non plus, quoi. Parce que Madison, il est parfait dans ce trio-là, en vrai. Ouais, ouais, bien sûr.
Voilà à jouer un et cran plus justement haut. pour remettre une pièce là-dessus, je pense que, tu vois, quand on parlait un peu des arbres qui cachaient la forêt, tu vois, il y avait Lloris et Kane, l'an dernier, il y avait aussi Pierre-Emile Højbjerg et si tu m'avais dit, fin juin que Højbjerg serait sur le banc, pour Pape Matar Sarr et Bissouma, je t'aurais moyennement cru et donc du coup, on a le troisième du milieu, Maddison, qui était déjà un joueur que perso j'adorais à Leicester et que j'ai toujours trouvé sous-coté, qui est exceptionnel et qui là prend un volume énorme, sous Postecoglou. Alors, Maddison, c'est un peu l'inverse d'Harry Kane. C'est un peu un mec qui s'inscrit dans la tradition des numéros 10 anglais un peu, qui aiment bien faire des petites frasques et cetera. Comme tu dis, ouais. Il avait eu notamment bah, déjà, c'est un gros chambreur. Sur le terrain, il aime beaucoup chambrer. En conférence de presse, il aime beaucoup chambrer et cetera. Ce qui plaît aux Anglais, foncièrement. Mais voilà, par exemple, il n'avait pas été convoqué enfin si, il avait été sélectionné, je crois, pour sa première sélection, pour sa première convocation et il n'avait pas été gardé dans l'équipe, dans le groupe des 23, il devait y en avoir 26, il n'avait pas été gardé et du coup, il avait été passé la soirée dans un casino. Autant te dire que les tabloïds s'étaient régalés. Il avait pu être sélectionné après pendant 4 ans. Et là, il a été résélectionné juste au moment de la Coupe du Monde l'an passé, où il n'a pas joué, mais il a impressionné Southgate. Donc voilà, c'est typiquement le genre de joueur. Il est très fan de Paul Gascoigne. Donc tu vois, ça situe un petit peu le type de joueur qu'on a, mais par contre, sur un terrain, mais waouh, enfin, allez voir juste la passe qu'il fait sur le but de Tottenham lundi contre Chelsea. Il y a une passe de 45 mètres à ras de terre, pile dans l'intervalle, etc. C'est un caviar et ça amène le but Bah, 3 minutes après. Et puis pas j'avoue que j'aimerais seulement, bien non, vas-y Thomas. il y a toujours un timing avec ce joueur qui est exceptionnel et je trouve que c'est ça qui est impressionnant en ce moment. C'est la vitesse à laquelle va la Première Ligue dans les transitions. Lui, il loupe jamais une passe, jamais un contrôle, il pousse jamais sa balle trop loin. Et ça, j'avoue, même des joueurs qui sont. Même un Son, par exemple, qui donne énormément sur le terrain et qui joue dans la même équipe que lui. Souvent, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'être un peu brouillon à certains moments. Et lui, c'est jamais le cas. Et ça, j'avoue, c'est exceptionnel. Bah, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à voir ses faiblesses. Pour moi, c'est un mec qui sait tout faire, que ce soit, passe courte, passe longue, il est technique, il a une bonne frappe, il sait tirer les coups de pied arrêtés. Et puis C'est un un putain mec de qui a dribbleur, en hein. plus la niaque sur le terrain. Il a quand même très peu de faiblesses. Ce qui nous fait dire: «Est-ce que Brendan Rodgers n'est pas le Pep Genesio britannique et qu'il sous-utilise des joueurs exceptionnels?» C'est possible aussi. Hem Maintenant qu'on a parlé de Madison, parce que beaucoup de gens le connaissent, on finit un peu sur, on va dire, l'animation offensive, de Tottenham qui est un petit peu pour le coup, qui est un petit peu plus mouvante que le reste. Autant le reste est bien installé, autant devant ça bouge un peu plus. Après, ça bouge au gré des blessures, quoi. C'est aussi ça, c'est que les joueurs qui composent l'effectif, Perisic, par exemple, on le sait, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Richarlison, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Enfin, du coup, je pense qu'il compose aussi avec ces éléments-là, quoi. Ouais, mais après, Kulusevski joue énormément, hein. Kulusevski joue quasiment tous les Oui, matchs, oui, c'est en vrai, ouais. entier, Ce qui n'était pas le cas du tout et l'année Heung-min dernière, hein. Son joue quasiment tous les matchs aussi. Donc voilà, après il y a une profondeur, enfin il y a une non, moi je trouve qu'il y a pas justement pas trop de profondeur. Enfin, il y a des joueurs qui sont là, mais qui sont enfin de l'autre côté, il y a Richarlison, on l'a dit, ils ont recruté le petit Israélien là, Solomon, mais après je trouve qu'il y a pas Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que tu Solomon qui rentre en jeu, tu as Brennan Johnson qui prend des titularisations, qui était très bon à Nottingham. Tu as quand même un petit turnover. Enfin, tu as des clubs depuis le début de la saison qui ont pas du tout bougé leur système offensif. bah, C'est pas que en fonction des moi, la blessures. profondeur de banc, c'est un peu une des faiblesses de cette équipe. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans la vision qu'on a sur le projet, mais moi, c'est une des Ouais, faiblesses de cette je suis équipe. d'accord. D'ailleurs, Perisic, je crois que c'est une fin de saison, hein. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu justement, je me posais la question. Je crois que Perisic, c'est genou, c'est ciao. Perisic, qui est, je le rappelle, un débat que j'ai eu il y a 2 ans et demi avec Val, qui est un moins bon joueur que Robin Gosens, selon Val. Voilà, Je voilà, vois. parfois l'histoire La parle culture de aussi. l'instant, c'est pas du tout ce Heu qu'on avait dit. Bah, justement les gars, on a fait un tour d'effectifs. De toute façon, ce qu'on peut on peut encourager tout le monde, que ce soit pour voir le jeu de Postecoglou ou alors l'effectif de Tottenham et comment ça s'anime à regarder la Première Ligue. Très honnêtement, il y a des équipes qui sont cool, qu'on voit moyennement jouer. Là, on les a tous beaucoup regardés jouer, vous allez pas perdre votre temps, hein. C'est vraiment kiffant de regarder Ouais, Tottenham à cette balle. saison. On va se projeter les gars. J'ai envie de dire que presque le plus intéressant, ça va être sur cette saison, sur ce que vous voyez vous pour la saison et après mine de rien, ce sera intéressant aussi de voir à moyen terme comment vous voyez le truc avec la gestion de Lévy, la nouvelle mise en place de la direction sportive. Tom, je te laisse commencer sur, comment tu vois Tottenham, à court et moyen terme? Alors, je suis désolé, je vais couper l'herbe sous le pied moi aussi de Val, parce qu'il en a parlé, mais effectivement, je trouve qu'il peut y avoir une certaine légèreté dans l'effectif et on verra un peu comment la saison évolue. Sinon, ouais, moi je les verrais bien finir, 4e, tu vois? Au départ du podium, Ligue des champions.
Pour le moment, je crois que c'est Liverpool qui est dans les 4 que, hélas, malgré, mon amour pour ce club, je les vois pas finir dans les 4 et donc je pense qu'eux vont rester. Et je vois bien Newcastle, se remettre un peu sa marche à l'endroit et finir, tu vois? Je vois bien City, Arsenal, Newcastle, Tottenham, tu vois? Ou peut-être, inversion sur les 2 derniers. En tout cas, je les vois en Ligue des Champions, pour ce qui est de cette saison, et je les vois surtout, en fait, continuer à produire le plaisir qu'ils nous produisent et ça, je pense que c'est aussi le plus important dans une première saison. C'est-à-dire que, tu vois, le match contre Chelsea, ils prennent 4-1. Je pense que si quelqu'un n'a pas vu le match, il voit juste le score comme ça, il se dit: «Ah ouais, non, ils sont claqués, machin». En fait, non, c'est des équipes qui je pense que c'est une des équipes qui va poser le plus de problèmes aux grosses équipes. Donc j'ai hâte de voir les chocs avec Manchester City, ce genre de match. Et à moyen et long terme, en vérité, bon, bah voilà, la volatilité de Daniel Levy fait que c'est un peu compliqué de se projeter dans quoi que ce soit avec eux. Et on verra bien comment les choses elles évoluent. Après, ce que je leur souhaite, c'est de continuer à travailler de la sorte. On voit des plus petits clubs qui ont fait ce choix-là aussi, un peu de la raison, de la data, du travail, comme Brentford, pour qui ça marche extrêmement bien. Du coup, un club avec des moyens et un peu d'ambition qui se met à travailler sur ce type de préceptes-là, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, je leur souhaite, mais on connaît aussi le personnage, on sait qui on est en face de nous et on verra bien ce qui se passera au moment où on aura pris 3 fois 3-0, quoi. Toi, Val, t'en penses quoi? Moi, sur la saison, je suis assez d'accord avec Thomas. Je pense qu'un résultat, raisonnable, enfin des ambitions raisonnables, ce serait de finir top 4. Après, moi, j'ai peur aussi de l'effondrement complet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout fonctionne bien, mais là, depuis lundi, typiquement, Richarlison a annoncé qu'il allait se faire opérer du bassin. Van de Ven a pris 10 semaines d'absence pour une blessure aux ischio. Maddison a reçu un coup à la cheville, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a les premières blessures qui arrivent, il y a une profondeur d'effectif qui est très limitée, moi je trouve. En janvier, février, il y a la CAN qui arrive où Pape Matar Sarr et Bissouma vont partir. Il y a l'Asian Cup qui fait que Son va être absent pendant un mois. Et puis il y a surtout une dépense d'énergie qui est hyper importante. Moi, en fait, j'ai un peu peur qu'il y ait aussi un petit peu ce syndrome Marcelo Bielsa en fin de saison, tu vois, où tout peut s'effondrer d'un coup et qui mettent plus un pied devant l'autre, mais qui restent sur leur principe et qui prennent des tôles, quoi. J'ai aussi un peu peur de ça. Après, il y a des joueurs, il y a des trucs qui fait que, et puis il y a des clubs aussi en parallèle qui sont pas aussi bien rodés qu'aujourd'hui. Donc tous les points qu'ils accumulent aujourd'hui, c'est des points qu'ils n'auront pas à prendre plus tard. Donc allez, on va dire raisonnablement un top 4 serait bien pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Et à moyen terme, c'est ce que disait Thomas, la volatilité de Lévis, c'est un peu compliqué. Après, c'est quand même un club, tu as cité Brentford, c'est quand même des clubs qui sont aujourd'hui très très haut au niveau des infrastructures, de tout ce qui est fait en termes d'organisation. Enfin, tu vois, là, ils sont venus avec, enfin, on n'a pas précisé, mais Postecoglou, il a un staff qui est hyper fourni. Il a un staff spécial pour la défense, un staff spécial pour la milieu de terrain, un staff spécial pour l'attaque, un staff spécial pour les gardiens, un mec qui est là pour chapeauter le tout. Donc, tu vois, il y a 4 mecs, il y a des préparateurs physiques, il y a des kinés, il y a plein de trucs. C'est un truc de malade, les infrastructures qu'il y a de ce genre de club-là. Donc évidemment que Tottenham, c'est un club qui est en train de se structurer et c'est pour ça que je pense que toute la direction sportive qui est arrivée cet été va avoir un rôle hyper important pour voir comment va évoluer le club dans les prochaines années et comment aussi Lévy va gérer les choses. Voilà. Tout ce qui a été fait à Aston Villa par Johan Lange, c'est hyper intéressant. Il a embauché des mecs de partout. Il a embauché des mecs, un responsable des prêts pour les jeunes joueurs. Il a embauché un responsable pour le bien-être des joueurs, notamment des nouveaux arrivants, etc. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il y a aujourd'hui, type par exemple à Manchester City. Et justement, Tottenham a un projet à la Manchester City. Le problème, c'est qu'ils en sont encore loin et que ça a besoin d'être structuré, même s'il y a des ressources économiques qui sont hyper fortes. Écoutez, de toute façon, j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis à peu près d'accord avec vous 2. Après, je rajouterais que Thomas a un peu raison, c'est que malgré les infrastructures, je me méfie toujours moi de Lévy, même si là, ils ont mis des Ah choses bah ça, on est intéressantes en d'accord, ouais. place cet été, on n'est pas à l'abri qu'il renverse la table du jour au lendemain et qu'il envoie valser tous ces mecs un peu intelligents en place. Et je suis d'accord avec vous, moi étrangement, je m'inquiète moins pour la fébrilité de l'effectif devant que derrière. Moi, ce qui me fait peur, c'est que derrière, je trouve que derrière, c'est un peu le désert de Gobi, alors que devant, à la limite, avec le système de Postecoglou, j'ai l'impression que ça rentrera dans les trucs. Oui, mais oui, ça repose un peu sur Madison et sur Son, mais je pense que devant, ils trouveront les failles parce que je trouve que c'est un système super huilé, alors que derrière, ça repose vraiment. Enfin, j'ai vu Van de Ven, Enco sauver le cul de Tottenham très souvent.
Est-ce qu'ils sont tous capables de le faire sur le banc? C'est Et moins petite sûr. chose, juste petite En chose, tout cas, les gars, je propose petite chose, que. Jules, Quoi? petite chose juste qu'on n'a pas dit sur les infrastructures. Il semblerait que je dis semblerait parce que je les ai jamais vus jouer, mais que le centre de formation fonctionne très bien et que il y ait des petits joueurs justement de l'académie de Tottenham qui puissent s'inscrire dans le projet de jeu. Et même peut-être dès cette année, s'ils sont à court de joueurs pendant la CAN, pendant l'Asian Cup, etc., ou s'il y a des blessés. Le petit Mickey Moore, justement, j'en ai entendu parler plusieurs fois, qui pourrait justement intégrer l'effectif. Fils de Michael. Voilà. Et qui pourra intégrer l'effectif au milieu de terrain notamment. Bah, écoute, on suivra ça de près. S'il y a un centre de formation anglais qui perce, on sera tous ravis d'apprendre cette nouvelle vu que c'est pas arrivé depuis 34 ans. Heu, et qui préfèrent piocher chez nous une fois qu'ils ont 21 ans. Mais en tout cas, on va suivre ça de près. Merci beaucoup les gars pour cette émission. Merci à tous aussi de continuer à nous suivre. Merci de nous soutenir sur les réseaux sociaux et ailleurs. On continue sur un gros rythme avec 3 formats par semaine d'ailleurs dès la semaine prochaine avec encore un COMEX, un format court, ce sera moi d'ailleurs, la coupe du monde 78 et vendredi, qu'est-ce qu'on a Val? On a un avec des scies peut-être? C'est encore un petit peu en Non, stand-by, peut-être un sous le capot, mais peut-être qu'il arrivera un tout petit peu sous plus le tard. capot, on y Eh ben, croit. ce On y s croit. On y croit. écoute, ce sera la surprise, donc vendredi après, Avec encore vendredi un prochain, sujet soit tout sous à fait d'actualité sans faire de mauvais teaser. voilà, ça reste néanmoins un mauvais teaser, donc un sujet Exactement. d'actualité peut-être sur Sous le capot ou avec des scies, on verra. Moi personnellement, je vous revois dans 15 jours du coup avec un nouveau club qui nous anime la prostate. D'ici là, portez-vous bien, jouez au foot, écoutez 11e art et continuez de croire en vos rêves. La preuve, Bruno Genesio est un coach professionnel. Allez, ciao.